Salut les durs à cuire et j'espère que vous allez hyper bien. Alors aujourd'hui on s'attaque pas à n'importe qui puisqu'on s'attaque peut-être à la femme la plus détestée de l'histoire de France. C'est vraiment une légende noire. On va parler d'Isabeau de Bavière. Alors dans le passé on s'était déjà attaqué à des femmes à la réputation un petit peu sulfureuse. Je sais pas si vous vous rappelez mais on avait parlé d'Eva Perron, de Mao d'Artois, personnage iconique des rois maudits. Donc forcément, c'était évident qu'à un moment ou à un autre, on allait parler de la reine Isabeau. Donc écoutez, posez-vous, mettez-vous confortablement parce que je reconnais que cette histoire va être passionnante, normalement, mais complexe. De toute façon, dès que ça touche à la guerre de 100 ans, c'est complexe. Donc posez-vous bien et on attaque le sujet. Isabeau est allemande, même si bien sûr l'Allemagne à l'époque n'est pas un concept qui existe vraiment. Nous sommes au sein du Saint-Empire romain germanique, en 1370. On ne connaît rien de son enfance. On sait qu'elle est la fille du duc de Bavière et d'une italienne, une Visconti. Elle entre dans les annales à l'âge de 13 ans, quand on la fiance au jeune roi de France, Charles VI. Et là, déjà, il va y avoir un truc vraiment horrible. On va pas dire à Isabeau qu'elle va en France pour se marier. On va lui dire qu'elle part en pèlerinage en France. Donc en fait, quand Isabeau dit au revoir à sa famille, dit au revoir à sa terre natale, pour elle, elle part en vacances en fait. C'est des au revoir, ce n'est pas des adieux. Imaginez, après le départ, quand on lui a dit la vérité, à quel point elle a dû être effondrée, à quel point elle a dû pleurer. On parle d'une adolescente de 13 ans quand même. Psychologiquement, si ça crée pas des troubles de la confiance, bon, on l'envoie chez sa tante quand même pour qu'elle reçoive un minimum d'éducation, notamment d'éducation sur la culture française. Et à l'âge de 15 ans, ça y est, elle épouse Charles VI. Alors, ça va être un coup de foudre. Une parenthèse heureuse dans une vie très malheureuse. Charles VI, il était à son prime. Charles VI, dites-vous bien que c'était le prince charmant. C'était un peu le prince Philippe, vous voyez, dans La Belle au bois dormant. Et ce couple de contes de fées, il va susciter beaucoup d'espoir. Les gens vont vraiment y voir le début d'une nouvelle ère et surtout le couple qui va mettre fin à la guerre de 100 ans. Parce que oui, nous sommes en plein pendant la guerre de 100 ans. Bon, l'union va être heureuse, elle va être bénie puisque plus de 10 enfants vont naître. Tout s'annonce bien. Jusqu'en 1392, où là, il y a le plot twist. Un plot twist tel que même les scénaristes à Hollywood, ils auraient pas osé le faire tellement c'était improbable. Charles VI était en route pour aller punir le duc de Bretagne qui s'était allié à l'Angleterre. J'adore ma Bretagne, mais soyons honnêtes, pendant la guerre de 100 ans, on n'a pas été très réglo tout le temps. Il traverse la forêt du Mans, à cheval, et là, d'un coup, il est pris d'une crise de folie. Il ne va plus reconnaître ni sa troupe, ni même son frère, parce que son frère Louis était là avec lui. Et il va se mettre à même tuer ses pages. Donc forcément, on le ligote et on le ramène expresso là à Paris. Et là, malheureusement, on va diagnostiquer... c'est un peu compliqué. Diagnostiquer, c'est un mot un peu anachronique, mais oui... On va voir que le roi, malheureusement, est pris d'une crise de folie et cette maladie, est-ce que c'est de la schizophrénie beaucoup d'encre a coulé pour savoir de quoi souffrait Charles VI, mais ça va le suivre pendant plus de 30 ans. Et il va gagner le surnom de roi fou. Et ces crises pouvaient durer plusieurs mois. Pendant plusieurs mois, Charles VI pouvait refuser de se laver, refuser de changer ses vêtements, refuser qu'on l'approche, il pouvait avoir des crises de violence. Il pensait également qu'il était fait de verre parfois, donc dans ce cas-là, il refusait qu'on l'approche de peur qu'on le casse. Et il reconnaissait plus les gens, et autant dire que Isabeau, elle va prendre vraiment cher, parce que parfois il était violent avec elle. Et le pire, c'est que parfois, la lucidité revenait, et Charles VI, il se souvenait de toutes les horreurs et dingueries qu'il avait fait pendant ses accès de folie. Mais c'était trop tard. D'ailleurs, à un moment, le duc de Bourgogne, qui va jouer un grand rôle dans ce récit, va même fournir une maîtresse, Odette, la fille, la personne en charge des écuries,
pour gérer un petit peu Charles VI, et Isabeau avait accepté. Je pense que c'est la seule reine qui a été hyper contente que son époux se trouve une maîtresse. À part peut-être Marie Lesinska, parce que l'épouse de Louis XV, parce qu'on avait trop marre d'être enceinte tout le temps, donc elle était très contente, je crois, de fermer sa chambre à Louis XV, après 10 enfants, je crois. Mais non, Isabeau était excédée. Mais vous vous doutez bien qu'en période de crise, en période de guerre, un roi fou ne peut pas gérer la France. Et donc, va se poser la question de la régence. Il faut savoir qu'Isabeau, ce n'était pas une bête politique. Ah, on n'était pas sur du Blanche de Castille, hein, la mère de Saint-Louis, qui était une grande femme politique, ni Yolande d'Aragon. Yolande d'Aragon, on en a parlé dans ma vidéo sur la guerre de 100 ans, là, les femmes dans la guerre de 100 ans, qui va être la belle-mère de Charles VII. Charles VII, ça va être le fils d'Isabeau, justement. Une grande dame politique également. Alors là, le récit va se complexifier et surtout, il va y avoir beaucoup de prénoms un petit peu similaires. Donc on va vraiment essayer d'être cohérent là. Mais moi-même, j'ai trop peur de me mélanger les pinceaux là. Donc Isabeau, elle est complètement perdue. Elle ne se sent pas capable de gérer le royaume de France. Et puis en plus, je pense que ça ne l'intéressait pas. Vraiment. La politique, elle y comprenait rien et je crois qu'elle avait pas envie de s'y intéresser en fait. En plus, elle n'était pas française, hein, donc elle n'avait pas vraiment d'attache pour la France. Elle parlait français, mais voilà, elle aurait pas pu faire des alexandrins, vous voyez. Donc c'est vrai qu'elle n'avait pas beaucoup non plus d'amis dans le royaume, donc je pense qu'elle s'est vraiment sentie dépassée par la situation. Et ce qu'on peut lui reprocher peut-être, c'est une certaine naïveté, dans le sens où des vautours vont se précipiter pour l'aider. Et elle va les croire aveuglement. Et le plus gros vautour, là, le roi des vautours, c'est le duc de Bourgogne, donc Philippe, qui va vraiment se rapprocher d'Isabeau, il va la rassurer, il va lui dire « ne t'inquiète pas ». C'était l'oncle de Charles VI, comme j'ai dit tout à l'heure, je crois. Il va dire « ne t'inquiète pas, moi je vais m'occuper du pouvoir et tout ». Il s'en foutait d'Isabeau, Philippe. Lui, ce qu'il voulait, en fait, c'était phagocyter un petit peu la cour pour diffuser ses idées politiques. Et ses idées politiques, c'était quoi? C'était la décentralisation. Lui, il voulait une couronne faible et des vassaux, des territoires forts, notamment la Bourgogne. Et Isabeau va dire oui à tout, même quand le duc de Bourgogne va proposer à Isabeau de marier sa fille au roi d'Angleterre. L'ennemi quand même héréditaire, hein, je vous rappelle, elle va accepter. Sur ce, Philippe, duc de Bourgogne, meurt. C'est son fils, Jean sans peur, qui va devenir le nouveau duc de Bourgogne et va essayer de se rapprocher d'Isabeau. Sauf qu'entre-temps, Isabeau s'était beaucoup rapproché de Louis d'Orléans, le frère de Charles VI. Donc c'est le beau-frère d'Isabeau. D'ailleurs, au XIXe siècle, elle a pris cher au XIXe siècle, Isabeau. On va beaucoup dire qu'ils ont eu une liaison là, tous les deux. Elle n'est pas prouvée, d'accord ? Il n'y a aucune preuve qui montre que Isabeau faisait des choses avec son beau-frère. Il faut savoir que Louis et Jean se détestent. Déjà, ils n'ont pas la même vision politique, et même en tant que personne, ils s'aimaient pas. Je pense qu'on avait quand même deux coqs. C'était trop pour la même basse-cour. Jean va faire assassiner Louis. Et cet assassinat, ça va marquer la deuxième guerre de 100 ans. Parce qu'en fait, la guerre de 100 ans, c'est deux conflits majeurs. On a France-Angleterre, et souvenez-vous, on a la guerre civile Bourguignon et les Armagnacs. Donc une guerre civile dans la guerre internationale. Bourguignon, parce que, je viens de le dire, c'est la tête du parti, c'est le duc du Bourgogne. Armagnac, tout simplement parce que Louis, frère de Charles VI, qui vient de mourir, avait un fils, Charles. Oui, un autre Charles. Charles d'Orléans, qui bien sûr va vouloir venger son père contre la Bourgogne, et qui a épousé une femme qui s'appelait Bonne d'Armagnac. Donc il va y avoir des tentatives de pourparlers et de paix, jusqu'au jour où, justement, lors d'un de ces pourparlers, les amis de Charles VII assassinent Jean sans peur. Alors vraiment une scène assez surprenante, qui casse un petit peu quand même les codes de la chevalerie, dans le sens où les deux parties, me semble-t-il, étaient sur un pont et se faisaient face. Donc on avait les représentants de Charles qui faisaient face à Jean sans peur, ils pourparlaient. Et il y a dû avoir des insultes, à un moment ça a dû dégénérer, et les partisans de Charles, ont assassiné comme ça sur le pont Jean sans peur. Là c'est sûr, la paix... la paix elle était pas près d'être signée après ça. Donc...
Nous avons un nouveau duc de Bourgogne encore, Philippe le Bon. Bon, et selon vous, elle va faire quoi là, notre Isabeau en fine politicienne? Vous pensez peut-être qu'elle va prendre le parti de son fils, les Armagnacs, hein, Charles VII, le futur Charles VII. Pour rappel, si vous avez un peu de mal à vous orienter, Charles VII, c'est le roi qui a rencontré Jeanne d'Arc. Eh ben non, Isabeau, elle va prendre le parti de la Bourgogne. Charles VII, qui est encore un tout jeune homme, un adolescent, il va mal le prendre. Et il va placer sa mère en résidence surveillée. Alors Isabeau ne va jamais pardonner à Charles de l'avoir, entre guillemets, emprisonné. Et d'ailleurs, les ducs de Bourgogne vont faire un coup de force, ils vont libérer Isabeau, prendre Paris, et Charles VII va devoir fuir à Bourges avec ses partisans. Et là, elle va faire ce qui va vraiment lui valoir sa légende noire. Elle va signer l'infâme. Je sais qu'en historien, faut pas juger, mais là c'était abusé clairement. Traité de Troyes. Qu'est-ce qu'il fait ce traité? Il vole la couronne de son fils, Charles, et la met sur la tête du roi d'Angleterre. À la décharge d'Isabeau, elle voyait pas le mal là-dedans, je pense. Souvenez-vous, sa fille avait épousé le roi d'Angleterre. Elle avait donné un fils, Henri VI. Donc, in fine, la couronne, une génération plus tard, aurait dû finir dans les mains du petit-fils de Charles VI et d'Isabeau. Donc, Isabeau, elle s'est dit, non mais en fait, ça reste dans la famille. Ça va, c'est un descendant des rois de France qui récupère la couronne. Et il est où le mal? Bon, alors les choses se passent un petit peu mal là, pour la France, qui est de plus en plus isolée. Bon, arrive finalement Jeanne d'Arc. Bon, on a tendance à dire que c'est Jeanne d'Arc qui a sauvé la France. Bon, ok, elle a sacré Charles. Charles qui, au passage, a été un véritable connard envers elle, parce qu'après, quand elle a été prisonnière par les Bourguignons, là, il a rien fait pour la sauver. Et Jeanne d'Arc a quand même repris des villes, mais c'est vrai que c'est pas elle qui a causé la fin de la guerre de 100 ans. Ce qui a causé la fin de la guerre de 100 ans, c'est vraiment un agrégat de causes. Déjà, il faut savoir que l'alliance Bourguignon-Angleterre va se fissurer. Le roi d'Angleterre avait un frère, Jean de Lancastre. Jean de Lancastre avait épousé la sœur du duc de Bourgogne, Philippe. Philippe adorait sa sœur, et c'était réciproque. Malheureusement, elle va mourir assez tôt sans héritier. Et Jean de Lancastre va se précipiter pour aller épouser une jeune femme luxembourgeoise. Il va pas du tout calculer la Bourgogne. Alors, autant dire que la Bourgogne, elle est un petit peu vexée. Puis elle perd du coup la solidité de l'alliance, parce que quand même c'est ce mariage qui avait beaucoup forgé cette alliance. Ensuite, le traité de Troyes, il fait vraiment consensus contre lui, même au sein de la noblesse française. Puis il va y avoir l'influence d'un homme aussi, véritable Talleyrand du XVe siècle, un véritable cerveau politique. Cet homme, c'était Nicolas Rolin, donc c'était un Bourguignon, c'était un conseiller du duc de Bourgogne, et lui, il va sentir le vent un petit peu tourner, et donc il va essayer de convaincre en fait le duc de Bourgogne d'accepter une paix avec les Armagnacs, en échange justement de dons, d'avantages et de contreparties territoriales, parce qu'il sentait que la partie commençait à se finir là. Et donc on va avoir ce qu'on appelle la paix d'Arras, qui va de facto, et non pas officiellement, mettre fin à la guerre de 100 ans. Donc ça va être une paix conclue entre les Bourguignons, entre la France, ça va mettre fin à la guerre, mais c'était pas non plus un accord où il y avait écrit noir sur blanc que la guerre était terminée, vous voyez. C'est plutôt une sorte de statu quo. En fait, la guerre de 100 ans, elle a pas vraiment de fin officielle. On a dit que c'était cette paix d'Arras, mais ouais. On va dire qu'on finit sur un match nul. Enfin, un match nul, comme en faveur des Armagnacs et de la couronne de France, qui du coup récupèrent la souveraineté territoriale. Mais bon. Donc, que devient Isabeau, vous allez me dire? Isabeau... Comme vous pouvez vous en douter, elle est très isolée, elle a tout perdu en fait. Donc elle va finir sa vie, non pas dans la pauvreté, parce qu'elle avait quand même une pension qui lui était allouée, mais très isolée. Et d'ailleurs, quand elle va mourir, il va pas y avoir de parade ou de cérémonie publique. Non, son corps va être acheminé de nuit jusqu'à son lieu de sépulture. Et surtout, très vite, va y avoir une grande légende noire. On va dire que c'était une femme décadente, lubrique, méchante. Donc écoutez, je suis pas une spécialiste d'Isabeau de Bavière. Mais moi, mon interprétation là, de psychologue de Wish, c'est qu'il y a deux Isabeaux. Il y a la première Isabeau, celle, on va dire, avant le traité de Troyes. C'était pas une femme méchante, mais c'était juste une femme dépassée. Une femme apeurée. Et une femme naïve. Elle a
d'un coup, était confrontée à une situation totalement improbable. Une jeunesse gâchée. Elle a eu à gérer un royaume en guerre, alors qu'elle, tout ce qu'on lui avait appris, c'était d'être une épouse et une mère. Elle n'avait pas de sens politique, elle n'avait pas d'intérêt pour la politique. Elle savait pas s'y prendre, elle a eu très peur. Et ben voilà, elle a peut-être été trop naïve en faisant confiance aux gens qui l'ont approchée immédiatement. Ensuite, effectivement, après le traité de Troie, c'était plus juste une femme dépassée, je pense que c'était devenu une femme aigrie. Très rancunière envers son fils. En plus, son fils, elle l'a pas vraiment élevé, hein. C'est plutôt Yolande d'Aragon, la belle-mère de Charles VII, qui a été une figure maternelle pour lui. Alors est-ce qu'il n'y avait pas aussi un petit peu de jalousie et de ressenti Vous savez, on a tendance à trop idéaliser en fait les comportements des personnages historiques. Parfois il y a des historiens, ils se arrachent les cheveux parce qu'ils ne comprennent pas pourquoi tel personnage historique a pris cette décision et tout, parce que c'est pas rationnel. Mais c'était des gens comme nous, ils pensaient comme nous. Nous on fait pas toujours des actes rationnels, parfois nous on est aigris, parfois on a du ressentiment et on fait des trucs pas rationnels, c'est exactement la même chose. Donc c'est vrai qu'il va y avoir beaucoup de rancœur personnelle avec ce traité de Troie. Donc écoutez, est-ce qu'il faut être méchant avec Isabeau? Non. En fait, il faut toujours garder à l'esprit, est-ce que nous, on aurait fait mieux? Est-ce que si demain, on nous met à la tête d'un État en guerre avec des vautours et des vipères qui essayent de vous courtiser de toutes parts et tout pour vous faire basculer dans votre camp, est-ce qu'on ferait mieux? Pas vraiment. Je ne dis pas, Isabeau, c'est pas un personnage agréable, c'est pas un personnage sympathique. Moi, je ne suis pas très fan d'Isabeau de Bavière. Mais c'est pas pour autant qu'il faut la traiter de sorcière. Donc voilà, écoutez, j'espère que cette vidéo vous a plu. Alors, je sais que la guerre de 100 ans, c'est compliqué. Même moi, cette vidéo, c'était un peu compliqué de la faire et tout. Il y a pas mal de noms et tout, mais j'espère quand même que ça vous a plu. Et comme d'habitude, si ça vous a plu, n'hésitez pas à liker, à vous abonner, à partager et... voilà, moi je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos. Salut!